Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Les bombardements continuent dans la bande de Gaza. Le bilan continue à s'alourdir, 39 090 morts. Ce mardi encore, 70 Palestiniens sont morts à Khan Younis, selon le Hamas. Une guerre dont on n'arrive pas à voir la fin et dont les dimensions s'élargissent de plus en plus. Les échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah, allié du Hamas, se sont intensifiés récemment. Les rebelles yéménites ont menacé dimanche Israël d'une réponse énorme aux frappes israéliennes meurtrières contre le port d'Hodeïda. La menace d'une extension du conflit aux frontières du Liban et du Yémen n'a jamais été aussi présente. En parallèle, un accord historique d'unité nationale a été signé ce mardi à Pékin entre le Hamas et 14 organisations palestiniennes, dont son rival, le Fatah. Un texte qui prévoit la mise en place d'un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale dans la bande de Gaza après la guerre. Un accord critiqué par Israël qui reproche au parti de Mohamed Abbas son rapprochement avec le Hamas. Quelle est la situation sur le terrain? Peut-on encore espérer une solution diplomatique? On en parle ce soir avec nos invités ici présents. Monsieur Driss Issaoui, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vous. Avec nous également sur ce plateau, Monsieur Mohamed Ben Chekroun. Vous êtes professeur assistant au groupe Atlantique UNA. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Et puis, avec nous, Monsieur Yassine Yatioui. Vous êtes secrétaire général et chercheur associé à Neige Maroc. Bonsoir, vous êtes avec nous depuis Lyon. Bonsoir, un grand plaisir de pouvoir participer à cette belle émission comme toujours. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer par l'état des lieux et ce qui se passe sur le terrain, messieurs. Je commence avec vous, Monsieur Ben Chekroun. Justement, ce matin, donc 70 Palestiniens sont morts à Khan Younis suite à des bombardements. Quelle est la situation sur le terrain ? Donc, ce bombardement a été fait tout près de l'hôpital de Khan Younis. Donc, nous sommes à 39 090 morts au total. Donc, nous observons effectivement une situation désastreuse d'un point de vue humain, d'un point de vue sanitaire. Des enfants, des femmes sont tués, des civils. Donc, nous sommes face à un génocide, donc à un peuple sans défense. Et donc, cette guerre continue d'une manière quasi unilatérale et donc nous sommes dans une urgence humanitaire nous devons intervenir en tant que communauté internationale, en tant que force civile, de pouvoir non seulement de dénoncer, mais également d'être une force de proposition. Donc le cauchemar continue, le cauchemar n'a encore pas de fin et c'est quelque chose qui est tout à fait regrettable. Et donc, encore une fois, il faut énumérer ce que nous sommes en train de voir. Le qualificatif le plus représentatif de la situation, c'est le mot génocide. Et c'est quelque chose qui est humainement inacceptable. Une situation dramatique aujourd'hui, effectivement, en Palestine. Donc, on avoisine presque le bilan de 40 000 morts, ce qui est un chiffre énorme. N'est-ce pas, Monsieur Issaoui? Il y a quelques jours, Netanyahou a annoncé avoir envoyé une délégation justement pour parvenir à un accord potentiel de paix. Entre ce qu'il dit et ce qu'on observe sur le terrain, il y a toujours ce déphasage. Absolument. Vous savez, le mot juste pour les discussions, pour tous les débats autour de la question palestinienne aujourd'hui, c'est le déphasage. C'est le déséquilibre total. M. Netanyahou est en train d'agir comme s'il avait un mandat spécial pour définitivement enterrer les Palestiniens. Il parle de Gaza, mais au-delà de Gaza, c'est les Palestiniens eux-mêmes qui sont ciblés. Et quand on a vu maintenant les fronts qu'il ouvre sur le Yémen avec les Houthis, sur le Liban avec Hezbollah, sur les Palestiniens eux-mêmes, tout a été passé en revue. Ils ont tout essayé de casser. Ils n'ont jamais arrivé. Pour l'instant, le nombre de détenus que contrôle le Hamas, ils ne savent même pas est-ce qu'ils sont encore vivants, est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils sont déposés. Ils ont fait pratiquement tous les,
tous les trous, là où ils pouvaient y aller. Ils ont même cassé tout ce qui est bâti, tout ce qui a été bâti sur Gaza. Il n'y a plus rien. C'est véritablement un territoire vide. Il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, disons les Palestiniens, enfin les Israéliens, continuent. Parce qu'en fait, Netanyahou est un homme qui a été décrié par la rue israélienne. Il savait que ce monsieur voulait faire une réforme de la loi, de tous les textes qui emprisonnaient le chef du gouvernement israélien. Et il s'est débarrassé de tout ça. Il a créé un cabinet de guerre. Et même dans le cabinet de guerre, il l'a même enlevé. Il est resté tout seul avec une ou deux personnes. Alors, ces gens sont en train de faire ce qu'ils voulaient. Alors, le problème qu'il y a ici, c'est qu'ils sont soutenus par une bonne partie de l'Europe. Ils sont soutenus par les Américains. Et je pense que... Mais il faut quand même rappeler que la communauté internationale, je rebondis sur vos propos, mais aussi sur M. Ben Shukroun, condamne ce qui se passe aujourd'hui, ces atrocités aujourd'hui en Palestine. Le tribunal pénal international a déjà condamné M. Netanyahou, son ministre de la guerre, etc. Le secrétaire général de l'ONU. Tout le monde l'a condamné. Condamne aujourd'hui. Il y a plusieurs pays européens qui reconnaissent l'État palestinien aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas ça. C'est vrai qu'il faut le fait de reconnaître, parce que l'Espagne a pris l'initiative pour reconnaître l'État palestinien en tant qu'État de droit. Mais est-ce qu'on peut avancer avec ça? Je ne pense pas. On ne peut pas avancer à un moment où les gens sont détruits. Vous me parlez aujourd'hui de presque 40 000 personnes. Alors quand vous dites 40 000, ce sont des enfants, c'est des handicapés. Ce ne sont pas des militaires qui ont été tués. C'est un stade de football rempli, 40 000. Absolument, 40 000, c'est un grand stade de football qu'ils ont tué d'une seule traite. Depuis octobre de cette année, ils sont arrivés à cela. Moi, je trouve que c'est compliqué. Et le terme génocide prononcé par le professeur me semble être tout à fait juste. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas qualifier de génocide parce qu'ils disent que ce n'est pas... Mais je pense que c'est un vrai génocide. Nous, on est loin, on est des analystes, on peut le dire. C'est un vrai génocide et les gens n'ont aucun moyen de se défendre. C'est ça le problème. Une situation dramatique au niveau des aides humanitaires, Monsieur Lieti. Oui, c'est de plus en plus compliqué, les aides qui ne sont pas acheminées. Combien de temps, en tout cas, ces Palestiniens vont rester aujourd'hui otages de la situation? Jusqu'où est prêt à aller M. Netanyahou dans cette guerre qui semble ne pas vouloir finir? La situation, malheureusement, se complique de plus en plus et on a des retours catastrophiques sur la situation humanitaire à Gaza et sur l'ensemble des territoires palestiniens. Hier, par exemple, il y a l'UNICEF qui a détecté le virus de la polio dans les eaux de Gaza, qui mettent donc en danger la population. Et c'est même l'ONG Oxfam, qui est une ONG britannique, qui accuse donc Israël d'utiliser l'eau comme arme de guerre et qui affirme que les autorités israéliennes ont détruit 70% des pompes à eau usée et toutes les usines de traitement d'eau de manière intentionnelle. Donc là, on est vraiment dans une guerre totale et dans une réflexion aussi stratégique de l'armée israélienne d'isoler de plus en plus la population palestinienne et de créer un véritable génocide, comme l'a très brillamment dit le docteur Ben Shukroun. Et ce qu'il faut également souligner, c'est qu'on assiste à la plus grande guerre asymétrique de l'histoire récente et de l'histoire contemporaine. La guerre asymétrique, c'est David contre Goliath. C'est une armée qui est très puissante, en plus aidée et financée par les États-Unis, contre un État qui n'est même pas reconnu encore, malheureusement, par les organisations internationales. Et cet écart se creuse de plus en plus et la situation est vraiment dramatique pour la population palestinienne qui va malheureusement encore continuer
à souffrir et subir les conséquences de ce conflit pendant encore de nombreuses semaines. Une situation dramatique, justement, donc cette dernière attaque d'aujourd'hui, en tout cas, survient au moment où Benjamin Netanyahou est en visite à Washington. Monsieur Benchkroun, quelles sont les attentes par rapport à cette visite où il doit rencontrer cette semaine le président américain? Bon, sans surprise, c'est encore une fois aller à Washington pour avoir beaucoup plus de soutien financier, de soutien militaire et aussi avoir l'impunité, développer un argumentaire de légitimité face à une attaque sans précédent, face à une attaque d'une population qui n'est pas armée, à une population civile qui fait face à la faim, qui fait face à une précarité sans précédent. Et donc, quid de la légitimité de cette visite? Quid de... est-ce qu'il pourrait y avoir un discours beaucoup plus modéré, beaucoup plus équilibré de la part des États-Unis? Est-ce qu'on pourrait espérer un Joe Biden qui n'est plus candidat, qui pourrait avoir beaucoup plus d'humanité et moins d'intérêt géopolitique et de pouvoir convaincre Netanyahou de le dissuader par rapport à toutes ces attaques? Parce que, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons en face à une situation où l'armée israélienne n'atteint pas ses objectifs. Le Hamas n'est pas détruit. Nous faisons même en face... s'il était détruit militairement, idéologiquement, il sera toujours là. Non, vous savez, les leaders de ce mouvement-là sont toujours effectivement vivants. Cette organisation fonctionne toujours et n'arrive pas effectivement à l'effacer effectivement de ce territoire. Et donc c'est une invasion, c'est une attaque sans résultat politique. Donc c'est un désastre humanitaire. Maintenant, ça fait quasiment une année où il y a cette guerre. Donc l'armée israélienne est en train de perdre la guerre. Et donc il faut un interlocuteur américain qui puisse convaincre Netanyahou par rapport à ça. Le fait d'aller droit vers ce génocide-là cela ne va qu'engranger une guerre encore plus forte, une proportionnalité régionale encore plus forte avec les Houthis, avec le Hezbollah, avec l'Iran. Et donc nous allons nous acheminer à une situation où l'armée israélienne tue des civils, qui crée une révolte internationale et qui allume une guerre régionale. Donc le leadership américain, espérons qu'il soit un leadership beaucoup plus équilibré, modéré et surtout qui puisse convaincre Netanyahou à avoir une attitude un peu plus humanitaire. Mais bon, vous savez, c'est un aveu je ne suis pas très optimiste par rapport à ce scénario, mais on reste tout de même toujours... on reste optimiste par rapport à la situation, même si je suis convaincu que la réunion ne va pas se dérouler dans cette façon. Nous avons l'habitude d'avoir un interlocuteur américain qui soutient corps et âme ce que fait Israël. En tout cas, les attentes sont grandes. Vous l'avez dit, une visite pour un argumentaire de légitimité. Mais il y a ce facteur, on est en pleine présidentielle, Joe Biden qui vient de se retirer, Kamala Harris qui monte, un électorat qu'il faut maintenir au niveau démocrate pour justement ne pas laisser... Donald Trump reprendre le pouvoir, en tout cas pour les démocrates, je parle en leur nom. Est-ce que cette situation avec les élections qui approchent, M. Issaoui, peut faire peut-être la différence? Cette rencontre, cette semaine, pourrait peut-être résulter sur un pas en avant au vu des élections qui approchent et de cet électorat démocrate qu'il faut aussi convaincre, cet électorat qui est contre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Ce qui se passe aux États-Unis, il est très particulier. Le fait que Biden se retire, que Kamala Harris prend le relais, que Trump est au bord de la réussite, parce qu'il a tous les ingrédients qui sont réunis pour lui. Et on l'a entendu, on l'a lu, on a vu que M. Donald Trump estime que les États-Unis ne sont pas là pour subvenir aux besoins d'Israël, pour mener la guerre à la place d'autres, pour devenir véritablement
cette force qui va infléchir tout le monde. En fait, c'est ça. On est dans une logique où c'est l'économie de la guerre, c'est l'économie de la croissance. On le connaît, tous les théoriciens le savent. Quand vous voulez accélérer la croissance, vous faites fonctionner la machine de guerre. Et la machine de guerre, elle crée justement ces relais de croissance extrêmement importants. Je pense que ce qui se passe actuellement aux États-Unis ne va pas faire changer d'avis à M. Netanyahou. Parce que c'est un homme qui est convaincu. Il est convaincu qu'il est dans son droit. Il est convaincu que ce qu'il fait en Palestine est un droit historique. Et que le fait de tuer des Palestiniens, c'est quelque chose qui lui est acquise. Et on ne peut pas revenir en arrière. Alors maintenant, comment les choses vont se passer? On est au bord des 40 000 tués, blessés, sur des gens qui n'ont aucune défense. M. Yatioui vient de nous donner des informations importantes. L'UNICEF qui vous dit que les Israéliens utilisent l'eau, etc., surtout de l'eau non traitée. Pour les Palestiniens, c'est encore un autre moyen d'envenimer la situation et d'envenimer les populations. Alors moi, je pense que la visite de Netanyahou aux États-Unis, très probablement, elle va très probablement contribuer à son renforcement. Parce qu'en fait, quelque part... Malgré le timing avec l'élection présidentielle. Ça n'a rien à voir, vous savez. C'est quelqu'un qui va aller, probablement, on lui donnera la parole au Sénat américain, je pense. On lui donner la parole. Et c'est quelqu'un... Ils ont, vous savez, les États-Unis, quand vous parlez de Palestine, quand vous parlez d'Israël, vous devez faire très attention. Moi, j'ai été là-bas, et quand on voulait écrire quelque chose, on devait faire attention à qui est derrière nous. C'est-à-dire sur la hiérarchie des journaux, des sites, etc., on voulait regarder est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous interdire de le faire. Et effectivement, c'est des gens qui surveillent tout à la minute près, à la seconde près. Donc, au même moment donc, de cette visite, aux enjeux grands, on va dire, et on ne sait pas un petit peu comment ça va se dérouler, on le verra au fur et à mesure que la semaine avance. Monsieur Yatioui, au même moment toujours, et il y a eu cette signature, donc cet accord qui a été signé, dont je parlais tout à l'heure en préambule. On parle donc de la mise en place d'un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale après la guerre. Quelles sont les implications de cet accord qui vient d'être signé? On parle d'un accord historique, c'est la première fois. C'est un accord historique dans la lignée en fait de la situation critique qui se déroule sur le territoire palestinien. Là, on a mis de côté les désaccords, le fait d'avoir des différences d'idéologie ou d'approche sur le plan de la politique politicienne, mais les 12 factions palestiniennes ont signé vraiment cet accord historique pour créer vraiment ce gouvernement d'union nationale pour bien évidemment le territoire gazaoui, mais également la Cisjordanie. Et il faut mettre en avant le rôle de la Chine. On l'avait vu il y a quelques semaines avec aussi le docteur Ben Chekroun lors de l'émission de questions d'actu de l'Organisation de coopération de Shanghai, dans laquelle j'ai participé. On a vu cette montée en puissance de la diplomatie chinoise. Et cette diplomatie chinoise s'articule véritablement comme désormais le troisième acteur pour être un médiateur solide, un médiateur légitime dans les relations internationales. Où on a vu ces dernières années les États-Unis ou encore l'Union européenne comme étant un médiateur traditionnel de la gestion de conflits, eh ben la Chine désormais développe cette idée donc de médiation afin d'augmenter son aura et d'avoir aussi un petit peu plus d'emprise au sein du Moyen et du Proche-Orient, où les États-Unis ont une chasse gardée traditionnelle et où la Chine a une volonté également d'appuyer désormais une certaine concurrence au leadership américain afin de pérenniser ces nouvelles routes de la soie
et d'appuyer aussi et diversifier son économie pour véritablement être le leader de l'économie mondiale et devenir la première puissance économique à l'échelle internationale avant 2030. Ça, c'est vraiment l'objectif de Pékin. Donc la Chine, qui est aujourd'hui un médiateur solide, vous l'avez dit, donc prometteur pour la région au vu de cet accord qui vient d'être signé. Monsieur Benchkroun, cette influence grandissante de la Chine au niveau de cette région, qu'en pensez-vous? Alors la Chine, au début des années 2000, avait une urgence au niveau interne de développer son pays. Elle faisait face à une pauvreté structurelle, avec une population à nourrir, et donc elle s'occupait peu de l'international et de la géopolitique. Ces derniers temps, elle avait développé une diplomatie économique, une diplomatie géoéconomique et géocommerciale pour servir ses intérêts de développement. Maintenant, effectivement, ces dernières années, nous assistons à une diplomatie géopolitique beaucoup plus affirmée, constructive, pragmatique, dans une optique de réconciliation. La Chine a été le pays qui a permis de réconcilier l'Arabie saoudite et l'Iran, ce qui est une première, donc ce qui lui permet d'asseoir un aura, une légitimité et une crédibilité internationale. A contrario de son rival américain, qui soutient de manière aveugle et disproportionnée Israël, perd en crédibilité par rapport à ce sujet. La Chine gagne des points. Et la Chine gagne des points par rapport à cette réconciliation saoudi-iranienne, mais aussi intra-palestinienne, ce qui va permettre de solidifier la position palestinienne d'un point de vue politique, d'un point de vue de la représentativité internationale, et pourquoi pas, cette réconciliation interne va pouvoir être un pivot de légitimité par rapport à d'autres pays qui pourraient officiellement reconnaître l'État palestinien, parce qu'ils vont se dire nous avons maintenant un interlocuteur unifié, solide et prêt avec qui on pourrait travailler et collaborer. Donc la Chine travaille d'une manière progressive, pragmatique et surtout dans une optique constructive pour une crédibilité internationale, et cela est à l'image de leur philosophie, est à l'image de leur culture, de leur civilisation et de leur pensée ancestrale. La Chine aujourd'hui est un acteur crédible, en tout cas au niveau diplomatique et à l'échelle internationale, notamment avec cette réconciliation intra-palestinienne. Monsieur Laïsaoui, quelles sont exactement les implications, ce que ça peut changer au niveau de l'après-guerre? Est-ce que ça peut faire la différence? Est-ce qu'on peut penser à un potentiel soulagement de la population palestinienne? Je pense que l'implication de la Chine, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la réconciliation entre les fractions palestiniennes, elle a été tentée plusieurs fois. Mais je pense que si les Chinois s'impliquent dans ce processus, ça veut dire qu'ils sont pratiquement sûrs qu'ils vont pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que les fractions à l'intérieur du mouvement palestinien, il y a beaucoup de différends, il y a beaucoup d'animosité et il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup de poussière sous le tapis. Alors, pour sortir de cette situation, il fallait se rencontrer et je pense qu'ils l'ont fait. Et ils ont fait un choix, celui d'enterrer de manière définitive tous les différends qu'il y avait entre les factions palestiniennes. Et aujourd'hui, ils vont très probablement parler un langage sérieux, crédible, et parler en termes de gouvernement transitoire, de réconciliation à l'intérieur du territoire palestinien. Et ça, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Parce que pendant un moment, on a oublié qu'il y avait la Palestine, on a oublié qu'il y avait le Fatah, on a oublié qu'il y avait Mahmoud Abbas, on a oublié tous les leaders qu'il y avait en Palestine, on les a oubliés. On a pu regarder que Hamas et les Israéliens. Et finalement, on a cassé cette image. Et en fait, pendant un long moment, au niveau de l'information au niveau international, si on veut nous intéresser au flux d'informations qui circulaient, il n'y avait plus de Palestine. Dans cette Palestine qui s'exprime dans sa diversité. Et quand on regarde l'histoire de la Palestine,
on se rend compte que c'est un grand pays qui avait une poste, qui avait un timbre, qui avait une monnaie, qui avait une frontière, etc. Et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Et de toutes les manières, depuis que les Palestiniens ont été, disons, battus, ont été vaincus dans leur territoire par les Israéliens, je pense que ça a été grave. J'espère que l'initiative chinoise, parce qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme ils sont dans les BRICS, ils sont dans une logique de changement de paradigme. Les BRICS, ça veut dire qu'ils veulent sortir de la domination du dollar, de la domination de beaucoup d'idées qui ont été héritées d'une autre époque. Donc, si ces gens viennent avec ce potentiel, je pense qu'il y a un espoir à formuler avec ce qui va se faire avec le gouvernement d'union nationale. Une initiative qui redonne espoir, en tout cas pour la Palestine. Monsieur Liasioui, cette région du Moyen-Orient, l'embrasement n'a jamais été aussi présent. En tout cas, le risque ou la menace d'embrasement n'a jamais été aussi importante. Ce conflit qui semble s'externaliser de plus en plus, ou en tout cas prendre des dimensions, comme je le disais en préambule, de plus en plus larges. Au Liban, le Hezbollah qui a tiré des roquettes sur Israël après des raids sur les dépôts d'armes. Peut-on parler d'une guerre dont l'extension est aujourd'hui inévitable ? L'extension est totalement inévitable, étant donné que désormais Israël est sur plusieurs fronts et n'a jamais été autant sur plusieurs fronts sur une période donnée et similaire, que ça soit donc sur le territoire gazaoui, sur donc cette frontière nord avec le Liban et donc contre le Hezbollah, et cette attaque le 20 juillet qui a été aussi l'attaque la plus lointaine des forces israéliennes de son histoire au Yémen, avec les forces Houthis qui ont en fait répondu à un drone qui s'est installé et qui a créé des dommages collatéraux dans la ville de Tel Aviv. Le Liban est désormais bien, on va dire, mouvementé au niveau de sa frontière et rappelle en fait la situation de guerre qu'il y a eu en 2006. Rappelons que le Hezbollah avait gagné ce conflit en 2006 contre Israël parce qu'ils n'ont pas perdu ni de territoire ni d'influence au sein du territoire libanais, alors que c'est un conflit qui avait duré plusieurs mois. Israël a voulu tenter sa revanche ces dernières semaines et ces derniers mois, et pour l'instant, on voit que l'échec est pesant pour les forces israéliennes, parce que à force de multiplier les zones de conflit, on arrive à une usure et à une armée israélienne de plus en plus fatiguée, de plus en plus limitée également dans sa force de frappe par rapport à ces nombreux théâtres de conflit qui sont en plus en plus violents et de plus en plus virulents au niveau de l'adversité, surtout par rapport au Hezbollah et par rapport aux forces Houthis qui n'ont pas dit leur dernier mot. Donc cette multiplication des conflits dans les zones qui affaiblit aujourd'hui l'armée israélienne. Après le Liban, M. Ben Chekroun, il y a également le Yémen qui est le nouveau front de combat aujourd'hui. Quels sont les risques pour la région ? C'est un risque d'aller vers une guerre régionale, multifrontale et qui pourrait nous acheminer à quelque chose de dramatique. Mais après, vous savez, on ne peut rester silencieux, longtemps face à ces attaques-là illégitimes de la part de Netanyahou et de son gouvernement. Les Houthis, le Hezbollah, ce sont des bras armés effectivement de l'Iran, mais ce sont aussi des alliés de Hamas, et donc ils sont dans une forme de défense, de montrer à Israël que la réplique est là, que l'adversaire peut avoir plusieurs visages, plusieurs identités, et peut se trouver dans plusieurs pays. Et cette guerre régionale qui a été enclenchée
par la réponse disproportionnée génocidaire d'Israël va nous conduire à une guerre régionale et aussi va nous conduire à une solidarité de plus en plus accrue vis-à-vis de la Palestine au regard de la communauté internationale et aussi va pousser les pays occidentaux à une situation d'impasse et de se dire on ne peut plus vous soutenir longtemps, gouvernement de Netanyahou. Et donc je pense qu'actuellement, il faut avoir le courage de le dire, c'est qu'Israël est en train de perdre la guerre. C'est qu'aucun de ses objectifs n'a été atteint. Donc nous vivons un massacre, un désastre humanitaire dont la conséquence est la rébellion régionale. Et donc ça nous rappelle la guerre des 6 jours. Mais maintenant, je pense que les pays arabes ont un retour d'expérience, sont beaucoup plus ont un arsenal militaire beaucoup plus sophistiqué, et je pense qu'ils seront beaucoup plus intimidants et beaucoup plus dissuasifs vis-à-vis d'Israël. Une guerre qui prend donc de plus en plus d'ampleur. Vous l'avez dit, aucun objectif d'Israël n'a été atteint. Oui. Et c'est ce qu'il faut retenir, Monsieur Essaoui, n'est-ce pas? Aucun objectif atteint. Et puis, ce Benyamin Netanyahou qui veut se maintenir à tout prix au pouvoir parce que le jour où il n'y sera plus, il doit partir. La case prison peut-être, avec toutes les menaces qui planent, en tout cas tous les... On oublie souvent que Israël est quelque part bâti sur des règles de démocratie. C'est une vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais c'est un pays qui est bâti sur ça. Et de toutes les manières, ça se voit au niveau de la presse. Parce qu'il y a aussi il y a des journaux qui sont très critiques vis-à-vis du gouvernement. Ils disent ce qu'ils pensent. Mais... Et puis il y a plusieurs procès à l'encontre de M. Netanyahou. Je ne voulais même pas en parler. Au pouvoir avec cette guerre, justement. Ben, il est accusé de beaucoup de torts. Et il a échappé à plusieurs procès à cause de ça. Il a monté la guerre, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour que la guerre soit effective, parce qu'aujourd'hui, il a la main au-dessus de tout le monde. Il fait ce qu'il veut. Il est libre. Il a la main tendue et il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, au début, c'était un petit comité qui faisait la guerre. Maintenant, ensuite, c'est devenu la guerre. C'est lui qui fait la guerre, avec une personne avec lui. Et c'est les généraux de l'armée qui sont à côté de lui et qui se relaient parce qu'ils sont tellement fatigués, tellement usés, tellement complètement désabusés qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et aujourd'hui, l'armée israélienne a donné tout ce qu'elle pouvait. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont tiré sur les Houthis, ils ont tiré sur le Hezbollah, ils ont tiré sur les Palestiniens, sur tout le monde. Et à chaque fois qu'ils pouvaient le faire, ils le font. Est-ce que cette guerre va se généraliser à cette région? Ça, c'est un risque très grave, où les États-Unis ont son mot à dire. Parce que si les Israéliens se sentent véritablement vaincus, ils ont une arme atomique chez eux, ils peuvent l'utiliser. Ils peuvent éclater le monde, c'est la Troisième Guerre mondiale qui peut partir de là. Et je pense que, quelque part, les Américains, les Européens, mais aussi la Chine, on a oublié. Il ne faut pas oublier que la Chine, aujourd'hui, qui a pris cette initiative, parce que la Chine n'est pas une simple force économique, c'est une force militaire, c'est une force de civilisation, absolument. Et nucléaire aussi. Nucléaire. Ils ont tout ce qu'il faut. Et ils sont très présents au niveau des pays africains. Très présents. C'est-à-dire qu'au niveau des pays africains, ils ont même investi eux-mêmes de leur propre argent pour construire des terrains, des hôpitaux, des machins, des routes, etc., sur leurs propres frais. Mais alors aujourd'hui, est-ce que la Chine va accepter de perdre devant Netanyahou, devant les Israéliens? Ça va être un peu compliqué. Et le fait qu'ils aient fait une intermédiation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ça me semble aussi quelque chose de
de fondamental et d'important, parce que ce sont les éléments qui vont nous donner l'idée sur comment les choses pourront évoluer par la suite. Voilà. En tout cas, le rôle des États-Unis qui est important. Et justement, M. Eliassioui, si on devait revenir à ce rôle des États-Unis et si on devait parler de cette résolution de paix qui avait été proposée par Joe Biden, où en est-on par rapport à ça, cette solution de 2 États qui est la seule et unique solution possible? Cette résolution de paix pilotée par la Maison-Blanche et donc par Joe Biden est dans un statu quo absolu, hein. On n'en parle plus depuis maintenant de nombreuses semaines. La candidature, puis ensuite le retrait donc, de sa candidature de Joe Biden a également alimenté énormément la vie politique américaine ces dernières semaines. Maintenant, est-ce que Joe Biden, dans cette fin de mandature qui va arriver jusqu'au mois de novembre, va être dans une volonté de marquer un petit peu l'histoire et de marquer son empreinte dans la politique étrangère américaine? On s'en rappelle, hein, les livres d'histoire, par exemple, se rappellent des accords d'Oslo, pilotés par le président Bill Clinton, qui avait eu la capacité à rassembler et Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, qui étaient les 2 leaders à cette époque israéliens et palestiniens. Maintenant, il va falloir que Joe Biden soit en capacité déjà physique, en capacité aussi psychologique et dans une volonté aussi stratégique et historique de pouvoir emmener, piloter, relayer et dynamiser cette volonté donc de créer un accord de paix historique et une solution à 2 États. Là, on peut voir que, par exemple, les États-Unis sont très remontés de voir la Chine avoir cette capacité de réunir les 12 factions palestiniennes et de créer donc un accord historique de gouvernement d'union nationale. Donc désormais, dans les semaines à venir, est-ce que c'est pas peut-être la Chine, en lieu et place des États-Unis, et qui va proposer cette solution d'accord de paix à 2 États, étant donné que la Chine entretient de relations cordiales sur le plan économique avec Israël et des relations d'appui, de reconnaissance d'un État palestinien depuis plusieurs années menées par la diplomatie pékinoise. Donc il va falloir observer cela ces prochaines semaines et ces prochains mois. C'est ce qu'on va surveiller durant les semaines à venir. On arrive au terme de cette émission. Un dernier mot, M. Benchkron, sur cette volonté de piloter justement un accord de paix qui pourrait émaner peut-être de la Chine. La coexistence entre 2 États ne pourrait se faire qu'avec des partis politiques modérés qui reconnaissent et qui appuient cette idée-là. Tant que nous avons Netanyahou dans son idéologie du grand Israël, d'extensionnisme et d'expansionnisme, cela, effectivement, jamais on ne penserait, on ne rêverait à une coexistence pacifique. Maintenant, par rapport à la Chine, et c'est mon dernier mot, il ne faut pas croire que le sauveur viendrait de Pékin. La Chine est dans une position beaucoup plus affirmée, certes, mais elle demeure prudente. Et donc, la solution ne viendrait qu'à travers une dissolution interne du gouvernement de Netanyahou, avec une révolte, espérons une révolte de la population israélienne qui ne voudrait plus effectivement d'affilier son image à celle d'un pays génocidaire et d'accepter en interne une coexistence pacifique avec l'autorité palestinienne, et cela sous l'égide de l'ONU qui affirme, qui appuie et qui solidifie cette posture-là. Une Chine prudente, une population israélienne qui est aussi à bout de souffle et qui se révolte, qui a commencé la révolte il y a un certain temps, mais ça ne semble pas apaiser notre ami Netanyahou. Monsieur Eliassioui, un dernier mot? Le dernier mot, c'est Benchkron vient de dire l'essentiel, sincèrement. Parce qu'on peut aller dans les conjectures que vous voulez, les supputations les plus folles possibles par rapport à ce conflit. Mais en fait, nous sommes en train de vivre des moments extrêmement difficiles pour la Palestine. Et j'espère que quelque part, il y a effectivement un mouvement de prise de conscience au sein de la population israélienne.
pour casser justement la force et surtout cette image de M. Netanyahou d'une Israël forte et hégémonique. Merci à vous, Monsieur Leïsaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous également, Monsieur Mohamed Benchkroun. Vous êtes professeur assistant au groupe Atlantique UNA. Et merci à vous, Monsieur Yassine Liatioui. Je rappelle que vous êtes secrétaire général et chercheur associé à Neige Maroc. C'était un plaisir de vous avoir pour parler de ce sujet, messieurs, si important. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Thank you.